vu l'année dernière? Quelques rappels. Donc, qu'est-ce que vous avez vu l'année dernière? GL1, madame. Oui, je sais. Qu'est-ce que vous avez vu en GL1? Là, on a fait un peu d'UML. D'accord. On va commencer puisque vous avez vu les cycles de vie. D'abord, c'est quoi le génie logiciel? Alors, vous pouvez soit désactiver votre micro et répondre, soit me répondre sur le chat. Quelqu'un se souvient Pourquoi le module GL? Pourquoi vous avez... En fait, vous aurez 3 modules GL, 2 modules GL cette année. Et l'année dernière, un module GL. Pourquoi? C'est quoi le génie logiciel? Madame, pour savoir structurer une structure d'un logiciel. C'est quoi une structure d'un logiciel? Madame, l'interface avec le client, c'est des simulations, tu as ça le logiciel. D'accord. Donc, le génie logiciel est une discipline qui vous dit comment faire des logiciels de qualité tout en respectant les délais. Alors, pour la meilleure conception du logiciel, pour modéliser. Pas seulement modéliser, parce que modéliser, c'est quoi? C'est traduire quelque chose sous format d'un modèle. C'est surtout pour pouvoir faire des logiciels, quelle que soit leur complexité, leur type, et qui soient un ensemble d'outils pour produire un logiciel. Je dirais compétences, pas outils. Compétences parce que c'est des activités à réaliser plus que des outils à utiliser. Très bien, donc un logiciel de qualité qui respecte les délais, qui respecte les coûts. D'accord? Maintenant, donc on a vu que pour développer un logiciel, on utilise des méthodologies. C'est ce que vous avez appelé cycle de vie. Donc, une méthodologie, c'est quoi? En fait, c'est un ensemble d'étapes ou d'activités à suivre ou à exécuter pour pouvoir avoir un logiciel de qualité. Donc, vous avez vu les cycles de vie. Donc, il y avait le cycle en cascade, il y avait le cycle en V, et ensuite, vous avez vu les cycles, les processus de développement itératifs et incrémentaux. Première étape, quel que soit le cycle de vie ou le processus de développement que vous avez vu, on retrouve des étapes principales qui sortent. La première, c'était le recueil des besoins, la spécification, la conception, le développement ou le codage, les tests, le déploiement pour que le client puisse tester chez lui le logiciel que vous avez développé et puisse s'assurer que ça répond à ses besoins. Donc, après, je pense que vous avez touché quelque chose lié au cahier de charge. Vous avez peut-être un chapitre sur le recueil des besoins ou l'analyse des besoins. Qu'est-ce que vous avez fait après les cycles de vie? On a fait Je dans pense qu'on Accès avait TV. avant. Je pense qu'on a fait le cahier de charge avant, en premier. Avant les cycles de vie? Oui. Allez, Je pense que et c'est la première c'est quoi chose un qu'on a cahier fait. de charge? C'est quoi un cahier de charge On n'a qui pas le fait. fait? Oui, Madame, je pense qu'on n'a pas fait le cahier de charge. on On a n'a pas juste fait. parlé sur le cahier de charge, Oui, mais on n'a pas fait. On a juste parlé sur le cahier de charge, mais on nous a pas fait la structure, qu'est-ce qu'il faut faire, On a juste parlé qu'il d'accord. faut ajouter Et les besoins. il y a les À quoi il besoins, sert? les besoins fonctionnels et non fonctionnels. C'est une De spécification des qui? besoins de clients. Qui réalise ce cahier de charge? C'est l'informaticien. Oui. Informaticien? Concepteur logiciel, C'est celui madame. qui parle Pardon? au client. Client. Le concepteur, Client. madame. C'est celui qui. Non, c'est le client. Mademoiselle a dit client, c'est le client. Quand j'ai besoin de développer un logiciel. Donc, qu'est-ce que je dois faire? J'ai besoin de contacter des gens pour pouvoir acheter ce logiciel ou demander à un éditeur de me développer ce logiciel où j'ai besoin de faire de l'intégration. On va se limiter au développement de logiciel. On ne va pas discuter de la partie intégration.
Donc, j'ai besoin d'acheter un logiciel qui doit être développé. Donc, je dois exprimer. Oui, j'ai... D'accord. Oui, il y a quelqu'un qui a levé la main. Allez-y, monsieur Laichi. Non, madame Blat, j'ai pas levé la main, désolé. Ah, il n'y a pas de souci. Alors, le développeur à l'aide des clients qui expriment leurs besoins. Ça ne marche pas comme ça. En réalité, j'ai un besoin. Au départ, j'ai un besoin. J'ai besoin d'un logiciel et je cherche des gens qui vont le faire. D'accord? Je cherche des gens qui vont le faire, des prestataires, un éditeur, des gens qui vont, une entreprise qui va, entreprise, freelance, l'essentiel. Je cherche un éditeur qui va me développer mon logiciel. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais solliciter des éditeurs. Maintenant, pour les solliciter, sur quelle base je vais les choisir? Généralement, quand vous achetez quelque chose, vous choisissez le produit sur quelle base? D'abord, le prix. Le prix est important. Madame, le prix. Exact. Pas seulement le prix. Il faut que ça réponde à vos exigences. Disons que je prends pantalon. J'ai besoin, alors c'est la rentrée, j'ai besoin d'un nouveau pantalon pour la rentrée. Ce pantalon, il ne doit pas, bon, voilà, j'ai tel budget qu'il ne doit pas dépasser. Et dans le même budget, pour un pantalon, je peux vouloir un pantalon classique, je peux vouloir un pantalon jean, je peux vouloir un pantalon je ne sais pas quoi. Donc, il ne s'agit pas seulement de respecter le budget, la qualité, le coût exact, mais surtout par rapport à ce que moi je veux, mes exigences, mes attentes de ce pantalon. Même, voilà, il s'agit de spécifier les besoins. Donc, moi, en tant que client, je vais exprimer mes besoins. Vous, quand vous allez acheter un pantalon, votre besoin, il est très rapide. 2, 3 phrases et vous l'exprimez au vendeur. Il va vous dire oui, j'ai pas. Mais par contre, pour un logiciel, j'ai besoin de beaucoup de détails, d'informations, de fonctionnalités. Donc, je peux le dire verbalement ou je peux le rédiger dans un document qui s'appelle cahier de charge. Ce cahier de charge, il contient mes besoins sur le logiciel ou la solution. Il peut être très détaillé si j'ai les compétences de décrire clairement mes besoins ou alors il peut être généraliste. Après, moi, avec ce cahier de charge, je vais le soumettre à des éditeurs, des entreprises qui développent du logiciel. Chaque éditeur va lire ce… Oui? Une question? D'accord, je continue. Donc, chaque éditeur va essayer de répondre à ce cahier de charge. Ils vont faire un plan d'action. Il va faire un planning lié au plan d'action. Il va faire un devis. Ils vont tous me soumettre leur offre. Après des négociations, des discussions, etc., analyse des offres, je vais retenir un. Une fois que je retiens un de ces prestataires, on va signer ensemble un contrat où il y aura mes engagements en tant que client pour donner le maximum de détails pour l'éditeur et l'éditeur qui s'engagera à réaliser le logiciel que j'ai demandé dans les délais et les coûts qu'on a négociés et sur lesquels on s'est mis d'accord. OK, très bien. Là, on a utilisé le cahier de charge pour pouvoir déjà retenir un prestataire. Ensuite, commence le projet de développement de logiciel. À ce moment-là, vous avez regardé tous les process. Première étape, c'est le recueil ou la spécification des besoins, l'identification ou lister les besoins ou les fonctionnalités. Après, chacun utilisera sa terminologie. À cette étape-là, effectivement, moi, en tant qu'éditeur, je vais commencer à la faire avec mon client. L'objectif de cette phase, vous allez me dire, on a un cahier de charge. Pourquoi refaire un recueil des besoins puisque le cahier de charge contient les besoins? En fait, le cahier de charge, il peut être incomplet, il peut être incohérent, il peut être pas clair. Donc, les ateliers ou les réunions ou la première étape de recueil des besoins, son objectif, ça va être de s'assurer que tous mes utilisateurs,
que j'ai compris le cahier de charge, que j'ai toutes les informations dont j'ai besoin, on peut commencer à travailler, à développer ce logiciel. Donc, la première étape, c'est je recueille toutes les informations nécessaires pour que je puisse développer le logiciel, on va dire, sans avoir besoin de notre client. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler avec lui, mais je veux dire qu'on a tous les détails. Donc, le cahier de charge, finalement, ce n'est pas le développeur, ni le programmeur, ni l'entreprise qui développe le cahier de charge. Je veux dire, normalement, hein, après, il arrive que, par exemple, quelqu'un, il vous connaît, il vous dit, en même temps, vous venez m'aider à écrire le cahier de charge, en même temps, vous développez la solution. Ce n'est pas très recommandé. L'essentiel, c'est que le cahier de charge, c'est un document qui contient les besoins du client, généralement développé par le client, pas pour exprimer ses besoins. Après, qu'est-ce que vous avez vu après le cahier de charge? Après le cahier de charge? Dans quel chapitre vous avez parlé du cahier de charge? Premier. Les cycles de vie. Bon, c'est pas grave. C'est juste un petit rappel parce que comme GL2 est la suite de GL1, je veux m'assurer que ce qui a été vu dans GL1 est dans vos comptes. Après le cahier de charge, qu'est-ce que vous avez vu? Les diagrammes UML, c'est ça? Non, les cycles de vie, madame. Ok, ensuite, on a parlé des cycles de vie. Ensuite, Les UML. les diagrammes UML. D'accord. C'est quoi UML? C'est des diagrammes pour s'exprimer le programme à base de cahier de charge. Mais comment le programme Oui. va fonctionner. Pas forcément. Si je prends le terme UML, c'est langage de modélisation unifié. Donc, c'est un langage qui me permet de modéliser. Ça veut dire qu'à partir de phénomènes qui peuvent être rédigés sous format textuel, je peux les représenter sous format d'un graphe. Donc, ce n'est pas forcément lié au cahier de charge. Après, contrairement à ce que je vois souvent dans les PFE, et j'espère pour les PFE de cette année, je ne vais pas retrouver ça dans certains mémoires, la méthodologie UML, nous avons choisi la méthodologie UML pour la modélisation, pour la conception de notre solution. UML n'est pas une méthodologie. Un processus de développement est une méthodologie. Les cycles de vie que vous avez vus, c'est des méthodologies parce qu'ils vous disent quoi faire. UML, il ne vous dit pas comment développer du logiciel. Il ne vous dit pas quoi faire pour développer du logiciel. UML, C'est un outil. Voilà. C'est un outil, exactement, plus précisément un langage. C'est-à-dire que au lieu d'écrire du texte, pour exprimer une fonctionnalité, je peux accompagner ou compléter ce texte par un graphe, parce que je pense que vous êtes tous d'accord pour dire que regarder un graphe ou interpréter un graphe est beaucoup plus simple, plus rapide que lire du texte. Donc souvent, j'utilise en fait le graphe UML remplace ou accompagne du texte parce qu'il y a moins d'ambiguïté à interpréter un diagramme que à interpréter du texte. Donc, s'il vous plaît, faites attention, UML, ce n'est ni méthodologie, ni vous dit comment développer du logiciel, ni vous dit comment interpréter, créer un logiciel. C'est juste que parce que j'ai besoin d'exprimer des choses, au lieu de les exprimer de façon textuelle, je les exprime sous format graphe. Dans d'autres cas, j'exprime de façon textuelle et j'ajoute le graphe pour rendre le texte plus facile à comprendre et à interpréter. Maintenant, chaque diagramme UML a une utilité. D'accord? Chaque diagramme sert à exprimer quelque chose. Et quand je comprends à quoi sert chaque diagramme UML, je peux faire le choix de dire je l'utilise à telle étape ou à telle étape de mon processus de développement. Et c'est pour ça que, bon, à la fin, on va voir on va essayer de voir une étude de cas où on va prendre un cahier de charge
on va voir après, en choisissant un processus de développement qui s'appelle T-Track UP, qui utilise UML pour la modélisation, comment, à chaque étape, quels sont les diagrammes que je pourrais utiliser pour chaque étape de mon processus de développement pour réaliser un logiciel. Donc, faites attention, UML, ce n'est pas une méthodologie, c'est un langage. Il y a le langage, le texte, la langue en français, en anglais, en arabe. Même chose, c'est une langue, mais c'est une langue qui utilise, qui schématise plutôt que qui décrit avec des mots. Donc, premier diagramme que vous avez vu ensemble, c'était le diagramme de cas d'utilisation, c'est ça? Oui, Oui, oui. madame. Très bien. À quoi sert un diagramme de cas d'utilisation? Exprimer les façons comment on utilise le logiciel. Exprimer comment on utilise le logiciel. Par D'accord, exemple, développer, c'est-à-dire Il détermine les actions, madame. quelle action? détermine les acteurs et les actions C'est quoi pris ça? par chacun. Madame, Madame, on détermine les probabilités que l'utilisateur peut faire. Probabilité, fonctionnalité. madame, c'est une simulation de comment marche le logiciel, la facette, les acteurs et les clients. C'est une simulation. D'accord. Quand vous dites simulation, quand vous dites, en fait, un diagramme de cas d'utilisation, concrètement, c'est vrai qu'il y a un carré, à l'intérieur, il y a des cercles, enfin des cercles, non, des formes elliptiques. Des ellipses. Voilà, des ellipses, et on a en dehors des acteurs. Qu'est-ce qui permet réellement de décrire? Il permet de lister, alors vous l'avez dit, action, moi je dirais fonctionnalité ou besoin. Donc, c'est les fonctionnalités ou les besoins attendus par le client. Donc, c'est les besoins ou les fonctionnalités qu'on veut développer. C'est-à-dire qu'à partir des besoins exprimés par le client dans son cahier de charge, lors des réunions que je vais faire avec lui, on va identifier un ensemble de fonctionnalités que la solution ou que le logiciel qu'on veut développer doit contenir. Ça veut dire que pour l'instant, on est en train de définir notre périmètre. Qu'est-ce qu'on va développer dans ce logiciel? On va lister les fonctionnalités. Après, bien sûr, à quoi sert le rectangle qui contient les ellipses? Vous l'appelez comment le rectangle? On l'appelle système. Ça veut dire quoi système? C'est le système que vous allez développer. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de votre rectangle, c'est ce qui va être développé. Et tout ce qui est à l'extérieur, on l'a appelé un acteur. Et c'est ce qui va interagir avec le futur système qu'on va développer. Donc, pour l'instant, le diagramme de cas d'utilisation, il nous permet juste de lister les besoins ou les fonctionnalités attendues par notre client. Bien sûr, les fonctionnalités, comme on a des acteurs qui vont, par exemple, quand je clique sur un bouton, je suis un acteur qui interagit avec une fonctionnalité. On définit qui va utiliser ce futur logiciel. Les acteurs, c'est qui va utiliser dans le sens où solliciter le logiciel ou recevoir quelque chose du logiciel qui va être développé. Tout ce qui est à l'intérieur du rectangle, c'est ce qui doit être développé. Maintenant que je sais à quoi me sert un diagramme de cas d'utilisation, bien sûr, après, vous avez vu les relations entre les cas d'utilisation, l'extend, l'héritage, l'include. On ne va pas refaire le cours, hein, c'est juste pour des petits rappels. Maintenant, à quelle étape du processus de développement d'un logiciel, donc si je reprends le cycle de vie, n'importe quel cycle de vie, hein, à quelle étape j'aurai besoin de ce diagramme de cas d'utilisation? À quelle étape il serait bien de l'utiliser? C'est l'analyse des besoins. Oui? L'analyse des besoins. L'étape 1, moi j'appellerais ça recueil des besoins. D'accord? Le recueil des besoins, parce qu'il s'agit de lister. Mais maintenant, pour développer, si je prends, imaginons que j'ai une fonctionnalité ou un cas d'utilisation qui s'appelle gestion des emplois du temps. Tiens. Bon, juste une petite parenthèse. On a commencé pour cette semaine, on a planifié avec vous les séances de cours parce qu'on n'a pas encore reçu les emplois du temps. Donc, normalement, si tout va bien, à partir de la semaine prochaine, vous allez recevoir
on va, vous et nous, recevoir l'emploi du temps et on va essayer de le suivre. D'accord? Est-ce qu'on vous a dit si la semaine prochaine, vous serez en présentiel ou en ligne aussi? Madame, Ça sera en ligne. En ligne. Donc, normalement, vous, c'est la 3e semaine. Oui, normalement, la semaine Inch'Allah, 24. D'accord, Inch'Allah. Donc, ce qu'on va faire pour la semaine prochaine, soit on nous donne l'emploi du temps et on le Madame, respecte. Oui? Oui? peut-être l'emploi du temps nous aide pas. Alors, on va peut-être faire des changements sur l'emploi du temps. Est-ce que c'est possible avec vous? Pas de souci, tant que ça n'interfère pas avec mes autres. Mais ça, on peut le faire pour les séances en ligne. En présentiel, c'est un peu Oui. plus compliqué. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire Oui, madame. Oui. tant que je peux le faire, c'est-à-dire tant que je ne suis pas contre le principe. Après, parfois, je suis disponible, je ne suis pas disponible. On en discutera après. Mais je ne suis pas contre l'idée, hein, ça ne me dérange pas. Ok, madame. Très bien. Donc, on referme la parenthèse de l'emploi du temps. Donc, je disais, si je prends la fonctionnalité emploi du temps, donc, j'ai un logiciel, par exemple, pour la gestion de la scolarité. Donc, parmi les cercles que j'aurai ellipse. Une ellipse qui va contenir gestion des salles. On va aller sur quelque chose qui est simple. Gestion des salles, d'accord? Ajouter, modifier, mettre à jour les informations liées à une salle. Très bien. Est-ce que ça suffit pour développer ou coder toute la partie gestion des salles? Non, madame. Non. J'ai besoin de plus de détails. C'est pour ça que le diagramme des cas d'utilisation, j'ai dit, il permet seulement de lister. Il ne permet pas de décrire les cas d'utilisation. Pour décrire les cas d'utilisation, on va le voir par la suite. Il nous faudra du texte et on peut aussi utiliser les autres diagrammes dynamiques vus en cours pour pouvoir compléter et clarifier et simplifier les diagrammes, la description textuelle associée à un cas d'utilisation. Donc, ça, c'est les diagrammes de cas d'utilisation. Autre diagramme que vous avez vu? Diagramme d'activité. Très bien. On commence. Alors, diagramme d'activité. C'est quoi? À quoi sert? Qu'est-ce qui me permet d'exprimer déjà? Madame, c'est À quoi il sert? Oui? l'organigramme de logiciel. Alors, je ne sais pas pourquoi on utilise le terme organigramme, parce que le terme organigramme, peut-être que vous allez le voir plus tard, il décrit les relations hiérarchiques dans une entreprise. Je préfère le terme actigramme parce qu'il contient des activités. Effectivement, le diagramme d'activité me permet de décrire une procédure, un processus, une fonction. Donc, un enchaînement d'activités ou d'actions qui s'exécutent dans le temps. Il me permet de les représenter. Je retrouve la notion de précédence, telle activité, ensuite telle activité. Donc, je retrouve l'ordre des activités. Je peux retrouver aussi les prérequis pour les activités. Par exemple, si telle condition est vérifiée, je fais ceci. Sinon, je fais cela. Donc, ça, c'est le diagramme d'activité. Le comment, c'est-à-dire le comment. Les étapes à suivre, c'est ce que vous voulez dire par le comment? Effectivement, et si c'est dans ce sens, oui, le diagramme d'activité me permet de décrire le comment. Maintenant, ma question, à quel moment dans le cycle de vie d'un logiciel, je peux utiliser un diagramme d'activité? Quand est-ce que je peux l'utiliser? Spécification. Pour décrire les fonctionnalités. Oui, le détail d'une fonctionnalité. Je peux utiliser un diagramme d'activité pour décrire le détail d'une fonctionnalité. Donc, je peux l'utiliser, par exemple, dans la phase de recueil des besoins pour décrire le détail d'une fonctionnalité. Je peux l'utiliser dans la phase spécification pour décrire une activité, mais avec plus de détails. Je peux même peut-être l'utiliser dans la phase conception. Donc, là où j'ai besoin de décrire un enchaînement
d'action à réaliser, je peux utiliser le diagramme d'activité. Par contre, je n'ai pas compris. Ici, vous avez mis spécification, j'ai compris. Planification. Comment je peux utiliser un diagramme d'activité pour la planification? D'abord, qu'est-ce qu'on entend par planification? Peut-être qu'on n'a pas la même interprétation du terme planification. Mademoiselle Hamada, si vous voulez bien désactiver, alors faire un plan pour le logiciel. Le plan, ça veut dire, qu'est-ce que vous entendez par plan? Parce que pour moi, plan, je réfléchis gestion de projet. C'est ça? Le plan, d'un point de vue gestion de projet, ça veut dire autre chose. Mais en tous les cas, ça nous permet de définir les étapes à suivre pour une fonctionnalité qui va être utilisée dans un logiciel. Très bien, ça c'est le diagramme d'activité. Quel autre diagramme vous avez vu? Diagramme de classe, madame. Oui, très bien. À quoi sert le diagramme de classe? Séquence aussi. On commence par le classe et on revient au diagramme de séquence. Oui? À quoi sert le diagramme de classe? Pour décrire les objets. C'est-à-dire? Les structures des données et les relations entre les données. En fait, il ne permet pas seulement de décrire les structures des données et les relations des données parce que dans un logiciel, il n'y a pas que des données. Madame, Oui? madame, les il traitements. décrit ce que les objets du système peuvent achever des fonctionnalités. D'accord, mais c'est qu'est-ce que vous entendez par objet du système? Madame, c'est pour identifier les concepts. Le Pardon? domaine. Pardon? Il nous sert à identifier les concepts. Le Les domaine. concepts. D'accord, très bien. Autre remarque, quelqu'un d'autre voulait dire quelque chose? C'est des entités qui ont des attributs et des traitements. Oui, ça c'est la formulation, c'est-à-dire comment j'utilise un diagramme de classe. Effectivement, alors, je pense que c'est quelque chose que vous avez vu, les diagrammes UML, on a deux types, les diagrammes statiques et les diagrammes dynamiques. Donc, le diagramme, par exemple, d'activité est un diagramme dynamique parce qu'il décrit le système, donc le logiciel qu'on voudrait développer dans l'état dynamique, quand il est en train de s'exécuter, les étapes à suivre, Par contre, le diagramme de classe est un diagramme statique ou structurel parce qu'il permet, donc vous l'avez dit, de décrire les entités, les concepts, les objets impliqués dans la réalisation de notre logiciel. Avant, on faisait de la programmation fonctionnelle. Vous vous rappelez quand vous avez commencé avec Pascal? Non, C, vous avez fait C en première année. Oui, madame, c'est. Oui, voilà. Donc, vous définissez la programmation fonctionnelle se focalisait sur les fonctions pour développer un logiciel. Avec la programmation orientée objet, vous avez fait PO l'année dernière. Oui, madame. Très bien. Donc, avec la nouvelle façon de faire avec PO, c'est de se dire, au lieu de m'intéresser aux fonctionnalités, je m'intéresse aux entités impliquées dans ce logiciel. Et c'est ce qui nous permet de définir, en fait, si vous voulez, les composantes de notre logiciel ou les entités impliquées dans le logiciel. Maintenant, à quel moment je peux utiliser le diagramme de classe? Dans la conception. Oui, je peux utiliser le diagramme de classe dans la conception, mais on va le voir dans ce semestre qu'on peut utiliser un diagramme de classe bien avant. Déjà dans la phase de recueil des besoins parce que à la fin de cette phase, on pourra identifier ce qu'on appellera les classes candidates pour notre diagramme de classe. D'accord? Donc ça, il nous reste maintenant le diagramme de séquence. C'est quoi, comment fonctionne? C'est quoi un diagramme de séquence? Quand est-ce que je peux l'utiliser? Commençons par déjà, c'est quoi le diagramme de séquence? C'est un diagramme qui montre les interactions entre les sous-systèmes de notre logiciel dans l'échelle temporelle. Par exemple, c'est les séquences. Ok, très bien. La première action, la deuxième, la réaction et tout. Parfait, très bien. Donc, un diagramme de séquence, déjà,
Et il représente la séquence de messages entre les objets au cours d'une interaction. Très bien. Donc, un diagramme de séquence est un diagramme. Donc, j'avais dit tout à l'heure, on avait deux types de diagrammes UML. Les diagrammes statiques, qu'on appelle structurels, et les diagrammes dynamiques qu'on appelle comportementaux. C'est-à-dire, ils décrivent le comportement de notre logiciel. Alors, dans les diagrammes dynamiques, on a les diagrammes d'interaction. Qu'est-ce qu'un diagramme d'interaction? C'est le diagramme qui me permet de décrire l'interaction entre les objets du système. À partir du diagramme alors, pas forcément entre les objets du système, il peut me décrire l'interaction entre deux entités en général. Hein. Un diagramme de séquence, on oublie le logiciel, un diagramme de séquence, il me permet de décrire l'interaction entre des objets. Les objets, maintenant, d'un point de vue temporel. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue temporel? Il me permet de décrire l'ordre des interactions dans le temps. Maintenant, Maintenant, si j'applique ce concept d'interaction dans le temps au logiciel et à la programmation orientée objet. Un logiciel, il est composé d'objets. Donc, à ce moment-là, l'interaction entre les objets dans un diagramme de séquence est décrite sous format d'échange de messages. Donc, l'interaction, elle est décrite sous format d'échange de messages entre les objets, tel que vous l'avez mis au cours d'une interaction. Et donc, le diagramme de séquence me permet la séquence ou l'ordre d'échange de messages entre les objets lors d'une interaction. Qu'est-ce que j'appelle une interaction? En fait, j'utilise donc, avant de répondre à cette question, je vous pose la question moi-même. Maintenant qu'on a compris comment on utilise un diagramme de séquence, ma question c'est quand est-ce que je peux utiliser un diagramme de séquence? À quelle étape de mon cycle de vie je peux utiliser un diagramme de séquence? Conception et codage, peut-être, pour la documentation. Codage, non. Parce que codage veut dire que vous êtes en train d'écrire du code source. C'est bon, vous allez commencer à programmer. Je ne vous vois pas programmer un diagramme de séquence. Par contre, effectivement, je peux avoir besoin d'un diagramme de séquence lors de la conception. Je peux avoir besoin d'un diagramme de séquence, tout comme un diagramme d'activité lors de la phase déjà de recueil des besoins. Puisqu'on avait dit, le diagramme de cas d'utilisation, il nous permet de lister les cas d'utilisation ou les fonctionnalités. Donc, un cas d'utilisation, je dois le décrire pour avoir tous les détails le concernant. Comment je le décris? On avait dit, j'utilise du texte. Je peux accompagner conception architecturale, non, parce que pour la conception architecturale, on utilise d'autres diagrammes parce qu'il s'agit de décomposer le grand logiciel en petits modules. On utilise plutôt pour la conception architecturale des diagrammes tels que le diagramme de composants ou le diagramme de paquetage ou le diagramme de déploiement. Ça peut plus être utilisé dans la conception détaillée que dans la conception architecturale. Donc, je disais dans le recueil, la phase de recueil des besoins, je décris un use case. Je décris un use case, donc je le décris textuellement, mais je peux accompagner ou compléter ce texte avec un diagramme d'activité si je veux décrire des étapes qui doivent être exécutées. Je peux l'accompagner avec un diagramme de séquence et ou, parce que pour le même cas d'utilisation, je peux décider d'ajouter un diagramme de séquence, un diagramme d'activité et d'autres diagrammes pour compléter la description ou pas compléter, faciliter l'interprétation, rendre la description textuelle plus facile à interpréter parce que je regarde le diagramme, je comprends déjà le fonctionnement d'une partie de la description et après, des fois, le diagramme, lui, tout seul ne suffit pas parce qu'il y a des concepts qui ne peuvent pas être qui me permettra de décrire l'interaction. Qu'est-ce que j'ai au niveau du recueil des besoins? Tout ce que j'ai,
Je suis toujours là? Allô? Oui, madame. Oui, Ah, oui. très bien. Parce Oui, que madame, mais il y a des eh coupures, bien, madame. je viens d'avoir une coupure. Oui, madame. Oui. Oui. Très bien, très bien. Donc, je disais, dans la phase de recueil des besoins, je n'ai pas encore défini mes objets. Je n'ai pas encore de diagramme de classe. Donc, j'aurai une interaction entre les acteurs et mon système qui est une boîte noire. Donc, j'aurai des échanges de messages entre les acteurs et le système. Lorsque j'arrive à la phase spécification où, par exemple, j'ai déjà défini mon diagramme de classe, le système qui était une boîte noire, aujourd'hui, je connais les objets qui le composent. Donc, je remplace système par les objets du diagramme de classe qui composent ce système et qui interagissent dans le cadre du cas d'utilisation. Donc, les diagrammes de séquence, activité, etc., si je les renvoie au développement, à notre problématique de développer le logiciel, ils me permettent souvent de décrire un use case ou une partie d'un use case qu'on appellera scénario ou même une partie d'un scénario. Pourquoi? Parce que l'objectif principal des diagrammes, on avait dit je passe du texte à des graphes pour rendre le texte plus facile à comprendre. Donc, si je me retrouve avec des diagrammes UML très compliqués à lire, on n'a rien gagné. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, par exemple, je peux prendre la décision, et ça, c'est des choix personnels qu'on fait suivant le contexte de se dire, bon, par exemple, pour tel cas d'utilisation, pour tout le cas d'utilisation, j'utilise un diagramme de séquence. Ou alors, non, si je fais le diagramme de séquence pour tout le cas d'utilisation, il va être illisible. Alors, je prends pour un scénario de notre cas d'utilisation ou une portion de notre scénario. L'objectif toujours étant d'avoir des diagrammes faciles à lire et à interpréter. D'accord? Donc, on a fait le tour de GL1. On passe à GL2. Pour GL2, donc, on va continuer sur les diagrammes dynamiques ou les diagrammes d'interaction. On va voir le diagramme de communication. Ensuite, on va voir le diagramme. Alors, attendez, je vais vous afficher. 2 secondes. Donc, je vais vous présenter. Alors, je vais partager. Je vais partager. Donc, on va voir ensemble. Vous arrivez à voir le partage? Ça s'affiche, c'est bon? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Alors, d'accord. Donc, il y a le diagramme de communication qui est un autre diagramme d'interaction, comme le diagramme de séquence. Vous allez me dire pourquoi on a 2 diagrammes d'interaction. On va voir par la suite. Le diagramme d'état-machine. Les autres diagrammes, alors, ce n'est pas vraiment un chapitre. C'est juste une journée, une séance qu'on va faire pour que juste vous ayez une idée de tous les diagrammes UML qui existent. On ne va pas tous les présenter, mais juste pour votre culture générale, savoir que ces diagrammes existent. Et le dernier chapitre, ça va être l'étude de cas. L'étude de cas, c'est quoi une étude de cas? Comme son nom l'indique, c'est étudier un cas. C'est-à-dire, on va définir un cahier de charge, on va étudier un cahier de charge, on va voir un processus de développement qui s'appelle ToTrack UP, on va voir les grandes lignes de ce processus de développement et puis on va essayer de suivre les étapes de ce processus de développement, d'accord, en utilisant des diagrammes UML. C'est voir d'abord à partir d'un cahier de charge comment on peut dérouler un processus de développement, les étapes à suivre. Ensuite, voir pour chaque étape de ce processus de développement comment on peut exploiter les diagrammes UML pour avancer sur chacune des étapes de ce processus de développement. Donc, ça va être ça, le gros de notre cours, d'accord?
références bibliographiques, principalement pour l'étude de cas, c'est UML2 en action de Pascal Roch et Franck Vallée. Donc ça, l'étude de cas, elle est tirée de ce livre. Après, pour le reste, vous avez ici les références bibliographiques. Donc, on commence par le diagramme de communication. Alors, s'il vous plaît, comme je n'arrive pas à afficher, je ne sais pas comment afficher le chat sur mes slides. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à m'interrompre et à poser votre question parce que je ne vais pas voir vos commentaires sur le chat, chapitre 4, oui. D'accord? Donc, s'il vous plaît, si vous avez des questions, vous me les posez. Sinon, de temps en temps, je vais regarder le chat pour pouvoir, parce que là, je vais afficher le support de cours. Alors, on commence. Alors, c'est quoi un diagramme de communication? Donc, comme je l'ai déjà dit, le diagramme de communication. Alors, juste un aperçu. Je ne sais pas si j'ai... Voilà. Si vous regardez les diagrammes UML, on a les diagrammes qui décrivent la structure de notre logiciel, les diagrammes qui décrivent le comportement, ou on les appelle aussi statiques dynamiques. Donc, ici, on a le diagramme de classe, diagramme de composants, l'essentiel. Dans les diagrammes structurels, vous avez vu le diagramme de classe. Dans les diagrammes de comportement dynamique, vous avez vu le diagramme d'activité, le diagramme de cas d'utilisation. On va voir après les diagrammes d'état machine. Si vous regardez ici les diagrammes d'interaction, on va voir le diagramme de séquence et le diagramme de communication. Donc, ce sont des diagrammes d'interaction. Donc, un diagramme de communication, comme le diagramme de séquence, permet de décrire l'interaction entre les objets d'un système. Maintenant, c'est quoi la différence entre un diagramme de séquence et un diagramme... pardon, je vais juste arrêter mon téléphone et je reviens. Donc, c'est quoi la différence maintenant entre le diagramme de communication et le diagramme de séquence? C'est que le diagramme de séquence s'intéresse à l'aspect temporel de l'interaction, c'est-à-dire l'ordre dans lequel les messages échangés sont émis dans le temps, l'ordre dans lequel ils sont échangés. Le diagramme de communication, par contre, lui s'intéresse plus, même s'il décrit la même chose, hein, on va trouver des messages échangés entre les objets et l'ordre des messages échangés entre les objets, mais le point le plus important dans le diagramme de communication, c'est les objets impliqués dans l'interaction. C'est-à-dire, on s'intéresse plus aux objets impliqués dans l'interaction qu'aux messages échangés entre les objets. Donc, on vous dit ici, les diagrammes de communication montrent l'interaction et les liens entre un ensemble d'objets participant à un scénario. Tout comme j'ai dit tout à l'heure, les diagrammes dynamiques nous permettent de décrire un use case qui fait partie de l'aspect dynamique d'un logiciel ou une partie ou un scénario du use case ou une partie d'un scénario. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'avoir une description complète du use case. Donc, ils focalisent leur attention sur l'aspect spatial des interactions. Cette phrase d'aspect spatial, c'est par rapport à qui est impliqué, quels sont les objets qui sont impliqués dans l'interaction, dans les scénarios, et y a-t-il des relations entre ces objets-là? Donc, on va en TD, justement, essayer de vous montrer la différence ou l'intérêt d'un diagramme de communication par rapport à un diagramme de séquence, justement par rapport à cette partie interaction. Je sais que, bon, là, ce n'est pas très clair, mais ça va se clarifier avec un exercice qu'on va faire en TD.
Alors, les objets, maintenant, comment je représente un diagramme de communication? Un diagramme de séquence, c'est, on a les boîtes, les objets, les lignes de vie et les messages envoyés d'un objet à un autre sur les lignes de vie. Par contre, pour le diagramme de communication, il ressemble plus à un diagramme d'objets dans le sens où j'ai les objets, les associations entre les objets et ensuite, les messages sont envoyés sur les liens qui lient les objets. Donc, les objets sont dessinés comme des classes, mais leurs noms sont soulignés, c'est-à-dire que c'est des objets. Les liens, oui, les liens sont illustrés par des lignes. Un lien entre deux objets dénote l'envoi d'un message ou une action d'instanciation ou de destruction. Un message accompagné d'une étiquette, alors, d'une étiquette peut être associé à un lien pour montrer le sens et l'ordonnancement de la transition de message. Voici à quoi ressemble un diagramme de communication. On a ici un mini diagramme de classe, pilote automatique, voiture, moteur. Donc, le diagramme de séquence lié à piloter, on a l'objet, un pilote qui est une instance de la classe pilote automatique, l'objet, une voiture qui est une instance de la classe voiture, et l'objet, le moteur, qui est une instance de la classe moteur. Donc, le sens du temps, donc du haut vers le bas. La méthode démarrer, pardon, il y a la méthode qui est dans… Alors, le pilote va appeler la méthode démarrer. Oui? L'image est bloquée. Je suis sur… pardon, vous n'arrivez pas… il ne s'affiche pas. Est-ce que vous avez… Voilà. Oui? On ne voit pas l'image est bloquée. Sur click to add a text. OK. Alors, je vais arrêter le partage et recommencer. Là? Ça affiche? Oui, c'est bon. D'accord. À quel moment ça s'est bloqué? Est-ce qu'il faut que je revienne en arrière? Je ne crois pas, madame. C'est bon. D'accord. Le slide précédent. Attendez. Le slide précédent, c'était celui-là. Vous l'avez vu, c'est bon? Allô? Non, madame. Non, madame, on n'a pas vu. D'accord. C'était le premier slide, donc je recommence. Où est-ce que ça s'est bloqué? À quel niveau? هذا le seul slide اللي ما شفناهش. D'accord. Donc, je reprends, c'était le premier slide du cours. Donc, quand j'avais dit que les diagrammes de communication montrent les interactions et les liens entre les objets, un ensemble d'objets participant à un scénario, ils se focalisent sur l'aspect spatial. Donc, j'avais dit par le terme spatial, on entend quels sont les objets impliqués dans l'interaction et quels sont les liens qui existent entre ces objets-là. Donc, les objets sont dessinés comme des classes, mais leurs noms sont soulignés. J'ai dit, en fait, le diagramme de communication ressemble à un diagramme d'objets décorés, dans le sens où j'ai les objets, j'ai les liens ou les associations qui existent entre les objets. Ensuite, dessus, je vais les mettre les messages numérotés pour que je connaisse l'ordre d'exécution de ces messages. Donc, les liens sont illustrés par des lignes. Le lien entre deux objets dénote l'envoi d'un message ou une action d'instanciation et de destruction. Rappelez-vous, les messages, on avait vu qu'il y avait des messages synchrones, asynchrones, messages de création, messages de destruction d'objets. Un message accompagné d'une étiquette peut être associé à un lien pour montrer d'abord le sens. Le message, il va de tel objet à tel objet et l'ordre d'émission des messages, il est défini par de la numérotation. Donc, voici l'exemple qu'on a ici. On a… Donc, madame, qu'est-ce que ça veut dire l'aspect spatial? Donc, j'ai dit le terme aspect spatial décrit le fait que dans le diagramme de communication, on s'intéresse plus à qui est impliqué dans l'interaction et quels sont les liens
de type association qui existe entre les objets que au message échangé et l'ordre des messages. C'est ce que veut dire le terme spatial. Et j'ai dit que cet aspect-là, on va le voir de façon plus détaillée en TD. D'accord? Donc ici, on a un diagramme de classe simple, pilote automatique, voiture et moteur. Madame, on ne voit pas le diagramme. Il ne s'affiche pas? L'écran est bloqué. Ok. Donc, vous me dites à chaque fois, comme ça m'évitera d'avancer. Alors que... Donc, je recommence le partage. Là, ça s'affiche? Oui, c'est bon. Parfait. Donc, qu'est-ce que mini-diagramme de séquence où j'ai un objet, un pilote, un objet, une voiture et un objet, le moteur. Donc, un pilote va appeler la méthode démarrer de l'objet une voiture qui est instance de la classe voiture et la méthode démarrer de l'objet une voiture va appeler la méthode allumer de l'objet le moteur qui est une instance de la classe moteur. Ce diagramme de séquence, je vais le traduire en un diagramme de communication. Donc, je retrouve les trois objets. Un pilote, objet ou instance de la classe pilote automatique. Une voiture, instance de la classe voiture. Et le moteur, instance de l'objet moteur. Ensuite, l'objet, un pilote va envoyer un message démarrer à l'objet voiture. Et l'objet voiture va envoyer un message à l'objet le moteur qui est appelé la méthode allumée. Donc, la flèche nous permet de définir le sens dans lequel va le message. Et quand j'ai beaucoup de messages, je dois les numéroter pour connaître l'ordre dans lequel les messages seront envoyés. Alors, dans l'exemple suivant, on va choisir un exemple un peu plus compliqué qui va... Ah non, pas le troisième va être compliqué. Donc, ici, par exemple, j'ai un objet de la classe train, j'ai un objet de la classe porte avec S, j'ai un lien entre les deux. Donc, le train va envoyer un message fermer les portes et pour I, puisque j'ai certainement ici ces structures, je vais avoir une boucle. Donc, pour décrire ici la numérotation 1.1 pour dire que la méthode fermer les portes appelle la méthode fermer porte de I. Étoile, crochet I de 1 à N pour exprimer la boucle. Donc, on vous dit le nom de la classe, le nom de l'objet, l'itération, le numéro de la séquence. Donc, un message, ici, on avait eu un message simple, on ne l'a pas numéroté parce que... Mais en réalité, un message, il contient le numéro de la séquence, 2 points. Ensuite, si j'ai une condition, si j'ai une boucle, je la mets. Ensuite, le message est changé. Donc, voici un exemple plus compliqué. Il s'affiche? C'est pas bloqué? Oui. Très bien. Donc, ce diagramme contient, on va dire, toutes les... C'est un exemple qui va nous permettre de voir comment exprimer les messages dans un diagramme de séquence. Alors, maintenant, on a vu avant de traiter ce diagramme. Ma question est la suivante. Quand je fais des diagrammes, activités, séquences, communication, que ce soit dans la phase de recueil des besoins ou dans la phase conception, comment je peux après, comment je vais utiliser ces diagrammes? Quel est l'objectif? Pourquoi on a fait des diagrammes d'activités, de séquences, de communication, etc., de classe? Quel est l'objectif? À quoi vont me servir ces diagrammes qu'on a réalisés dans les différentes étapes de notre processus de développement? Pour faciliter le travail. Quel travail? Madame, la conception. J'utilise ces diagrammes lors de la conception. Ensuite, comment je vais
comment je vais les utiliser? À quoi ils vont me servir? Comment je vais les exploiter? On va les traduire dans un langage de programmation. Exactement. C'est-à-dire l'objectif de ces diagrammes, c'est de les traduire en code source. Je prends l'exemple d'un diagramme de classe. Comment je vais le traduire en code source? Java, madame. Non, peu importe le langage de programmation. Quelle est la transformation que va subir le diagramme de classe pour devenir du code source? On prend l'exemple de Java. OK, j'ai un diagramme de classe et je veux l'écrire en Java. Qu'est-ce que je vais faire? On va créer les classes et les attributs et mettre les relations bien entendu. Très bien. Donc, déjà, chaque classe, une classe, elle contient des attributs et des méthodes. Donc, la classe va être traduite telle qu'elle est, code source, classe, le nom de la classe, entre accolades, les attributs, les méthodes. Très bien. Ensuite, on va traduire les relations entre les classes. C'est ça? Oui, madame. Par exemple, on commence par l'héritage. Comment je vais traduire l'héritage? Soit par extension, soit par un multi-héritage, madame. OK, très bien. Et les associations, parce que dans un diagramme de classe, qu'est-ce qu'on a? On a des classes, de l'héritage et des associations. Les associations, comment elles vont être traduites? J'ai une association ici entre pilote automate, entre voiture et moteur, par exemple. Exemple 1. Par des vecteurs. Des vecteurs, c'est-à-dire? Imaginons, est-ce que l'exemple 1 est en train de s'afficher? Non. Non, madame. Ok. Je recommence. Alors, en programmation, fonctionnalité à coder, PO, attribut, selon les coordinalités, exactement. Donc, une association qui existe entre deux classes, elle va être traduite donc par des attributs selon les cardinalités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un exemple très simple, hein, parce que là, je n'ai pas d'association orientée. Supprimer l'association revient à créer un attribut de type voiture dans la classe moteur et un attribut de type moteur dans la classe voiture. Bien sûr, je n'ai pas mis de cardinalité, mais en respectant les cardinalités. C'est bon? Donc, ici, j'ai un diagramme de communication. Donc, pour pouvoir l'interpréter, déjà, on va essayer non seulement de l'interpréter, mais on va essayer de déduire le code source qu'on pourrait extraire à partir de ce diagramme de communication. On va essayer de faire cet exercice pour tous les diagrammes qu'on va voir, même pour le diagramme d'état-machine, chapitre suivant qu'on va voir. On va voir comment on peut utiliser un diagramme dynamique pour, enfin n'importe quel diagramme, hein, pour déduire du code source à partir de ce diagramme. Donc, on commence par cet exemple-là. Ici, qu'est-ce que je peux déduire? Alors, j'ai des objets, un objet de type gestionnaire de commande, un objet de type commande, un objet de type produit commandé, un objet de type produit à livrer, un objet de type produit stocké et un objet de type produit à commander. Donc, ça veut dire quoi? Puisque j'ai ces objets-là, ça suppose que j'ai un diagramme de classe qui contient une classe qui s'appelle gestionnaire de commande, une classe qui s'appelle commande, une classe qui s'appelle produit commandé, une classe qui s'appelle produit à livrer, une classe qui s'appelle produit stocké et une classe qui s'appelle produit à commander. D'accord? Très bien. Maintenant, avant qu'on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, essayons de regarder ce diagramme. J'ai un message préparé qui va de gestionnaire de commande vers l'objet commande.
une instance de la classe commande. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on décrit un scénario très simple, enfin très simple, un scénario qui est le suivant. Le gestionnaire de commande, donc je suis certainement dans un magasin qui vend des produits, ce n'est pas précisé de quel type de produit. Donc, le gestionnaire de commande va préparer les commandes. Pour préparer une commande, il faudrait que tous les produits commandés soient préparés. Donc, alors, une commande, elle contient des produits commandés. Donc, tous les produits commandés de cette commande doivent être préparés. Je les prépare un à un. Et c'est pour ça que j'ai une boucle ici. Tous les produits commandés. Donc, j'appelle la méthode préparée. Maintenant, la méthode préparée de l'objet produit commandé. Donc, ici, le gestionnaire commande appelle la méthode préparée de la classe commande. Et puis, l'objet de la commande, pour la méthode préparée de la commande, elle va appeler la méthode préparée pour tous les produits commandés. Ça veut dire que la classe produit commandé contient une méthode qui s'appelle préparée et que je vais appeler pour chaque produit commandé sa méthode préparée. Maintenant, regardez, c'est pour ça que j'ai numéroté 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ici, la méthode démarrer, si elle a le numéro 1, puisqu'elle appelle la méthode allumée, la méthode allumée aura le numéro 1.1. Quand une méthode appelle une autre méthode, la numérotation se fait par l'imbrication. Donc ici, la méthode préparée de commande appelle la méthode préparée de produit commandé. Donc, si le numéro de préparé de commande est 1, préparé de produit commandé aura le numéro 1.1. Ensuite, puisque j'ai un numéro ici 1.1.1, ça veut dire que 1.1.1, 1.1.2 sont des méthodes de préparer qui est dans produit commandé. En fait, pour préparer un produit commandé, c'est-à-dire le client vous a commandé un produit, pour le préparer, je vais aller regarder en stock. Donc, la méthode regarder, c'est une méthode de la... Oui? Madame, je n'ai pas compris le 1.1.2. 1.1, mais c'est 1.2. Où est-ce que vous avez vu 1.2? Non, le système de 1.1.1 et 1.1.2. Ah, l'imbrication. Vous n'avez pas compris le système d'imbrication. L'objectif de l'imbrication, oui? Je n'ai pas compris ça. Pardon? Est-ce que vous pouvez m'expliquer le système d'imbrication? Ok, très bien. Donc, déjà, la numérotation des messages nous permet de définir l'ordre dans lequel les messages vont être exécutés. Donc, le message numéroté 1 s'exécute. Dans notre cas, la plupart du temps, les messages sont des appels de méthode. D'accord? Si j'ai deux messages, le premier, je le numérote 1, le deuxième, je le numérote 2. Donc, il faut que le premier message ou la méthode numéro 1 se termine pour que commence la méthode qui a le numéro 2. Par contre, si j'ai un message ou une méthode 1, ensuite après j'ai 1.1, ça veut dire que 1.1, il est contenu dans 1. Donc, pour pouvoir terminer l'exécution du message 1, il faut que le message 1.1 se termine. 1.1, 1.2, 1.3. D'accord? Donc, l'imbrication, elle me dit... Oui? Ça veut dire que le message 1.1 passe avant le message numéro 1. Pas avant, se termine avant. Parce que c'est le message 1 qui va appeler 1.1. C'est comme pour les appels. Alors, je reviens ici avec le... Regardez ici. Démarrer. C'est elle qui s'exécute. On est toujours sur l'exemple 1. Vous arrivez avant ou c'est bloqué? C'est bloqué. Maintenant, on peut pas. Attendez, je recommence. Pas d'inquiétude. Alors...
Alors, regardez bien ici. Si je regarde ici, démarrer et allumer, qui s'exécute en premier? Démarrer. Voilà. Démarrer, et dans l'exécution de démarrer, je vais appeler la méthode allumer. C'est ça? Oui. Un, deux points démarrer. Non, attendez. Ici, j'ai 1. Si démarrer, il a le numéro 1, on va voir quel numéro va avoir allumé. Donc, on avait dit en termes d'exécution, démarrer commence la première, démarrer appelle allumer, allumer se termine, on reprend l'exécution de démarrer, on la termine. Donc, démarrer ne peut pas se terminer si allumer ne s'est pas terminé. Parce que c'est le principe même des appels de méthode. C'est-à-dire qu'une méthode appelante, elle va appeler une méthode appelée, elle va arrêter son exécution, la méthode appelée va s'exécuter, se terminer, ensuite on reprend l'exécution de la méthode appelante. D'accord? Oui. Donc c'est pour ça que j'aurai, si je numérote démarrer 1, 1.1, allumer, elle aura le numéro 1.1 parce que elle ne peut pas, démarrer ne peut pas se terminer si allumer ne s'est pas terminé. Donc, pour terminer démarrer, je termine allumer, je peux avoir d'autres appels. Donc, c'est l'ordre d'appel des méthodes qui définit l'imbrication. Après, si j'ai une méthode après démarrer, regardez ici, après démarrer, j'aurais pu avoir une autre méthode qui s'appelle traiter, par exemple. Elle aura le numéro 2 parce qu'elle s'exécute après la méthode démarrer. Donc, quand j'ai des méthodes, quand l'exécution elle est séquentielle, l'une après l'autre, la numérotation elle est séquentielle, 1, 2, 3, 4. Par contre, lorsque il y a une imbrication, ça veut dire que j'ai une méthode appelante et une méthode appelée. Et donc, la méthode appelante ne peut se terminer que si la méthode appelée s'est terminée. Là, je parlerai d'imbrication. Et j'aurai une numérotation avec 1, 1.1 pour dire que 1.1, elle est appelée par 1. 1.1.1 est appelé par 1.1. D'accord? Oui. Bon, il est dommage que je n'ai pas de tableau. Parce qu'avec un tableau, ça aurait été plus facile à expliquer. Mais en tous les cas, on va revoir ce principe-là en TD. Donc là, ça s'affiche toujours, c'est pas bloqué? Oui, nous sommes en exemple 3. Parfait, parfait. Donc, je reviens à cet exemple 3. Donc, déjà, c'est-à-dire, vous pouvez faire l'exercice de prendre une feuille et un stylo et d'écrire du code source lié à cet exemple-là. Donc, j'aurai par exemple une classe qui s'appelle gestionnaire de code. J'ai une classe qui s'appelle commande. J'ai une classe qui s'appelle produit commandé. J'ai une classe qui s'appelle produit à livrer. J'ai une classe qui s'appelle produit stocké. Et j'ai une classe qui s'appelle produit à commander. Ensuite, avec le message préparé qui va à l'objet de l'instance commande, j'ai une méthode préparée qui va être dans quelle classe? Le 1, 2 préparé correspond à une méthode préparée qui se trouve dans quelle classe? Gestionnaire de commande. Les autres, vous êtes d'accord? Les autres? Non. La méthode préparée, elle est dans la classe commande. Quand j'appelle une méthode d'un objet, rappelez-vous, d'ailleurs, c'est une erreur que font souvent les étudiants dans le diagramme de classe, de ne pas savoir où placer les méthodes. Souvent, ils placent la méthode dans l'objet qui va appeler la méthode plutôt que de la placer dans l'objet qui reçoit le message. Envoyer un message à un objet de la classe commande et lui dire préparer, c'est une façon de lui dire exécute ta méthode préparée. Donc, quand j'envoie un message de gestionnaire de commande à un objet commande avec la méthode préparée, je suis en train d'appeler la méthode préparée de l'objet commande. Et c'est ce qu'on a vu ici. Regardez. On a un objet voiture qui a la méthode démarrer. On a un objet moteur qui a la méthode allumer.
Le pilote un pilote, il envoie un message démarrer à voiture parce que c'est voiture qui contient la méthode démarrer. Lorsqu'il lui envoie le message, une boîte d'activation, donc l'objet une voiture va s'activer, d'accord? Donc, il va créer une boîte d'activation pour exécuter la méthode démarrer. Donc, cette boîte d'activation qui est sur la ligne de vie d'une voiture qui est un objet de la classe voiture, elle correspond à la méthode démarrer. Ça, c'est la boîte qui représente l'exécution de la méthode démarrer qui est dans la classe voiture. Même chose ici. Pendant l'exécution de démarrer, vous arrivez à voir la souris quand elle bouge? Non, madame. Vous ne voyez pas la souris? Oui, madame. Là, vous la voyez? Très bien. Donc, on avait dit cette boîte d'activation correspond à l'exécution de la méthode démarrer. Pendant l'exécution de la méthode démarrer, donc dans le code source de la méthode démarrer, on a un appel à la méthode allumée vers l'objet, le moteur, qui est une instance de la classe moteur. Pourquoi? Parce que la méthode allumée, elle existe dans la classe moteur. Donc, seul un objet de la classe moteur peut exécuter la méthode allumée. C'est pour ça qu'on a envoyé le message allumé vers l'objet, le moteur, parce que la classe moteur contient allumé. Ça, cette boîte d'activation, elle correspond à l'exécution de la méthode allumée. Elle se termine, et je reviens ici, terminer l'exécution de la méthode démarrer, et je termine. D'accord? Donc, si je reviens à mon schéma de l'exemple 3, si l'objet gestionnaire de commande envoie un message préparé à l'objet de la classe commande, ça veut dire que la méthode préparée qui a la numérotation 1, elle est dans quelle classe? Commande, madame. Exactement. Donc déjà, je déduis que j'ai une méthode. Avec les classes que je viens d'identifier, j'ai une méthode qui s'appelle préparer dans la classe commande. Ensuite, j'ai une boucle 1.1 pour tous les produits commandés. J'appelle la méthode préparée. Donc, la méthode préparée, elle va de l'objet commande à l'objet produit commandé. Donc, ici, la deuxième méthode préparée, elle est dans quelle classe? Produit commandé, madame. Exactement. Et l'imbrication, ici j'ai 1, ici j'ai 1.1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant l'exécution de la méthode préparée qui est dans commande, j'aurai cette instruction qui est pour tous les produits commandés, préparés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends le code source de la méthode préparée qui est dans la classe commande. À l'intérieur, entre les accolades, j'aurai une boucle pour tous les produits commandés. Par exemple, si je les appelle I, pour I allant de 1 à la liste des produits commandés, j'aurai I.préparé avec I qui est un objet de type produit commandé. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme imbrication? On a 1.1.1. En stock, reçoit, regarder. Alors, la méthode regarder, c'est un message qui est transmis de l'objet produit commandé à l'objet produit stocké. Donc, la méthode regarder, elle est dans quelle classe? Produit stocké. Exactement. Donc, maintenant, je sais que j'ai une méthode préparée dans la classe commande, une méthode préparée qui est dans la classe produit commandé, une méthode regarder qui est dans le produit stocké. Elle est de quel type? La méthode, qu'est-ce qu'elle a comme type de retour, la méthode regarder? Booléen. Booléen, exactement. Parce qu'en stock reçoit le résultat de la méthode regarder. Si, alors maintenant, j'exécute en stock, reçoit regarder. Donc, j'exécute regarder pour le produit stocké. Ensuite, si en stock est égal à vrai, je vais faire retirer. Retirer, c'est une méthode qui se trouve dans quelle classe? Produit stock. Pardon? Produit stocké. Exactement.
c'est ce qui va se passer. En fait, si vous recevez une commande qui contient des produits à commander, qu'est-ce que vous allez faire? Pour chaque produit commandé, je vais regarder s'il est en stock, je vais retirer. D'accord? Sinon, on va voir ce qu'on va faire. Très bien. Donc, c'est pour ça que j'ai… Alors maintenant, 1.1.1 en stock, reçoit, regarder, et 1.1.2 if en stock, alors retirer, ils sont à l'intérieur de quelle méthode? Préparer. Laquelle? De 1.1. Exactement. Donc, c'est la méthode préparée qui est à l'intérieur du produit commandé. Donc, la méthode préparée qui est dans commande, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient une instruction qui est pour tous les produits commandés, je fais préparer. J'appelle la méthode préparée pour chaque produit commandé. Après, à l'intérieur d'un produit commandé, on avait dit j'ai la méthode préparée qui, elle va faire quoi d'abord? Elle va faire en stock, reçoit, regarder. Je regarde pour un produit stocké. Ensuite, si le produit stocké est en stock, je vais le retirer. D'accord? Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a? On a 1.1.2.1 à commander, reçoit stock vide. Donc, la méthode stock vide, déjà, elle existe dans quelle classe? Produit stocké. Exactement. La flèche qui nous dit qu'elle va de produit stocké à produit. Maintenant, qui l'a appelé? Qui a appelé la méthode stock vide? C'est produit stocké. Non, C'est non. réflexif. Quelle méthode l'a appelé? Parce que si vous regardez, j'envoie un message d'un objet à un objet, mais l'imbrication dit que c'est une méthode qui appelle une autre méthode. Quelle est la méthode? Madame, c'est retiré. Exactement. Donc, dans le corps de retirer, je vais trouver à commander, reçoit stock vide. En fait, c'est vrai. Maintenant que j'ai retiré mon produit, s'il existe, je vais le retirer. Mais une fois que je l'ai retiré, je vais vérifier est-ce que mon stock est devenu vide. Si mon stock est devenu vide, à commander, reçoit vrai. Ensuite, j'ai 1.1.2.2 à commander new. Donc, si à commander est égal à vrai, ça veut dire mon stock est égal à vrai, je vais créer une nouvelle instance produit à commander. C'est-à-dire, je vais lancer une commande pour mon produit parce que mon stock est vide. D'accord? Donc, si je résume jusque-là, j'ai une méthode préparée dans la classe commande qui contient une instruction une boucle pour tous les produits à commander. J'appelle la méthode préparée de chaque produit à commander. Donc, ça suppose que dans la classe produit commandé, j'ai une méthode qui s'appelle préparée. Ensuite, à l'intérieur de la méthode préparée de la classe produit commandé, tout le monde arrive à suivre? Je ne vais pas trop vite, ça va? Attendez, Oui, madame. Oui, madame, oui. Très bien, je regarde juste vos commentaires sur le chat pour m'assurer que ça va. Tout va bien. Très bien. Donc, je reviens ici. J'étais là. Ensuite, la méthode préparée de produits commandés. Elle va contenir déjà au moins 2 instructions. En stock, reçoit, regarder. Et si en stock est égal à vrai, alors je fais retirer. Ensuite, on a trouvé que dans la classe retirer, bien sûr, ces messages sont des méthodes de produits stockés. Après, dans la classe produits stockés, donc on a la méthode regarder, on a la méthode retirer, mais on a aussi la méthode stock vide. Et la méthode stock vide, elle est appelée par la méthode retirer. Donc, si je regarde dans le code source de retirer, entre autres, hein, le diagramme d'activité, le diagramme de séquence ou le diagramme de communication n'est pas un diagramme d'activité. Il ne décrit pas toutes les tâches réalisées. Il ne s'intéresse qu'aux instructions liées aux interactions avec les autres objets. Ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres instructions à l'intérieur de cette méthode. Donc, la méthode retirée, je sais qu'elle contient au moins à consommer, reçoit stock vide. Ensuite, if à commander est égal à vrai, je vais créer une nouvelle instance du produit à commander. Je reviens maintenant à 1.1.3 en stock égale new produit à livrer. C'est une méthode qui existe dans quelle est la méthode qui appelle cette instantiation de produit à livrer? C'est préparer de produits commandés.
Exactement. Donc, si je regarde maintenant le code source de préparer, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient en stock reçoit regarder. Si en stock est égal si en stock est égal à vrai, alors je vais faire retirer. Si en stock est égal à vrai, alors je vais créer une nouvelle instance de produit à livrer. Effectivement, si j'ai mon produit en stock, je vais livrer le produit et ça, je vais le faire pour chaque produit commandé. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce diagramme de communication? Madame, Oui? Madame, quand est-ce qu'on instancie les objets? Quand je veux créer un nouvel objet. Ça, ce n'est pas lié au diagramme de communication ou de séquence, c'est lié à votre scénario. C'est-à-dire si dans le scénario, on vous dit il faut créer un objet Ça, c'est lié à votre scénario, à votre cas d'utilisation, à votre cahier de charge. Ça ne dépend pas. Ici, on a créé parce que c'est le scénario décrit. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a une commande qui contient des produits commandés, chaque produit commandé va se transformer en produit à livrer. Donc, je vais créer une nouvelle instance. Mais il n'y a pas de règle qui dit, voilà quand est-ce qu'on crée un objet. Je crée un objet quand c'est nécessaire, quand le scénario me l'impose. D'accord, merci madame. Il n'y a pas de quoi. D'autres questions? Madame, j'ai pas compris. En stock, regardez. Oui. Regardez, c'est une méthode qui va vérifier si ce produit commandé, il est en stock. Donc, on va vérifier. Regardez, elle me dit si le produit commandé est un produit stocké, c'est-à-dire il existe dans mon stock. On ne sait pas comment elle fonctionne. On sait juste que la classe produit stocké va contenir une méthode qui s'appelle regarder et qui retourne un booléen. Le booléen, il est égal à vrai si le produit commandé est un produit stocké, c'est-à-dire s'il est en stock. Sinon, elle va me retourner false. Mais comment elle fonctionne et le détail, on ne l'a pas. En tous les cas, pas dans ce diagramme. On doit l'avoir ailleurs. Autre question? Madame, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que j'ai répondu? Avant que vous commenciez. Monsieur, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, madame, merci. Très bien. Désolée de vous avoir interrompu. Allez-y. Madame, la méthode اللي renvoie stock vide. كاين كيفاش نكتبوا لا كونديسيون تاع سي لو ستوك فيد كيما ا كوموندي انا دايرين اونتراكولات ونديروا اونتراكولات لو ستوك ايكال ا زيرو. Oui, parce que alors, si je regarde la syntaxe générale d'une méthode, qu'est-ce que j'ai? J'ai la numérotation de cette méthode. Vous arrivez à voir la souris? Bouger? Oui, madame. Oui. Très bien. Alors, la structure d'un message dans un diagramme de communication. On a le numéro du message, après, alors, condition ou boucle. Ça peut être soit une condition, soit une boucle. Ensuite, le message. C'est tout ce qu'on peut exprimer avec un diagramme de communication par rapport, par exemple, au diagramme de séquence qui utilise les fragments d'interaction, le halt, loop, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai les numéros, j'ai les méthodes, le message, et j'ai soit une boucle, soit un message. Maintenant, cette condition en stock, qu'est-ce que j'aurais pu mettre? Regardez. Généralement, on met une condition, c'est-à-dire, on a pris le résultat de regarder dans une variable et on a mis la condition, c'est pour récupérer juste la valeur de en stock qu'on a créé cet attribut, récupérer, pardon, le résultat de regarder. Est-ce que peut-être que j'ai mal compris votre question? J'ai répondu, sinon vous me reposez votre question si j'ai mal compris votre question. La méthode de 1.1.2.1, celle tout à droite, madame. Stock vide. Oui, stock vide. Est-ce qu'on pourrait mettre, je trouve, une condition de si, par exemple, si retirer est faux, là, je sais pas comment l'exprimer, madame. Justement, retirer n'est pas une méthode qui retourne un booléen. Vous avez regardé qui retourne un booléen, vous avez stock vide qui. Pour cet exemple-là, vous avez stock vide, elle retourne un booléen. Soit le stock est vide par rapport à mon produit stocké, soit il ne l'est pas.
Après, si le stock est vide, voici comment j'ai exploité le résultat de stock vide. Je l'ai exploité ici. Si à commander est égal à vrai, ça veut dire que stock vide est égal à vrai, alors je vais commander ce produit parce que je ne l'ai plus en stock. D'accord, oui, merci, madame. D'autres questions? Madame, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui, Par rapport à 1.1.3, est-ce qu'elle est imbriquée dans la méthode préparée de produits commandés? Oui. Puisque, regardez, l'exécution de préparer de la classe produit commandé. On va d'abord exécuter en stock, reçoit, regarder. Quand elle se termine, pourquoi je sais que c'est quand elle se termine? Parce qu'au départ, celle-ci, elle a le numéro. Alors, 1.1 pour dire qu'elle est à l'intérieur de préparer, de produits commandés. Après, l'ordre d'exécution, c'est en stock, reçoit, regarder. Elle se termine. Ensuite, if en stock, j'exécute retirer. Elle se termine. Ensuite, if en stock, je vais créer une nouvelle instance de produit à livrer. Et retirer, à son tour, va appeler à commander reçoit stock vide et if à commander est égal à vrai, créer une nouvelle instance de produit à commander. C'est-à-dire, si vous prenez le code source de préparer, vous aurez pour l'instant 3 instructions. En stock, reçoit, regarder. If en stock, retirer. If en stock, new, produit à livrer. C'est bon? Madame, dans le code source de retirer, on va avoir ces appels en fonction, mais on va aussi avoir des instructions. Par exemple, on va diminuer le nombre de produits stockés. Oui. Alors, il faut garder à l'esprit que le diagramme de communication, le diagramme de séquence, ce n'est pas un diagramme d'activité. C'est un diagramme qui ne décrit que la partie interaction entre les objets. Ça veut dire que si je prends la méthode préparée de commande ou même la méthode préparée de produit à commander ou la méthode regarder, il y a d'autres, ou même retirer, il y aura certainement d'autres instructions. Elles ne sont pas décrites avec le diagramme de communication. Elles pourront par exemple être décrites ou déduites à partir d'un diagramme d'activité. Le diagramme de communication vous donne une portion de code d'une méthode. Justement, avec le diagramme de classe, vous avez les classes, les attributs et les signatures de méthode. Parce qu'un diagramme de classe, qu'est-ce qu'il contient? Il contient les attributs et les noms des méthodes, donc la signature des méthodes. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le corps des méthodes. D'accord? Qu'est-ce qui me permet, puisque les méthodes, elles décrivent le comportement des objets. Donc, c'est avec les diagrammes dynamiques de comportement qu'on va les compléter ou on va déduire le code source. Donc, les diagrammes d'interaction vont vous décrire des portions de code d'une méthode qui implique la partie interaction. Les diagrammes d'activité vont vous décrire une autre portion du code source. On va voir par la suite que le diagramme d'état machine vous permettra de déduire d'autres portions d'une même méthode. J'ai répondu à votre question? Oui, merci madame. Suivant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Donc, je passe à la suite si vous n'avez pas d'autres questions. Oui? Madame, s'il vous plaît, pour regarder. Oui? Si c'est vrai, ça veut dire qu'il va retirer, sinon il va afficher stock vide. Attendez, je reviens. Je n'ai pas fait un enregistrement de la séance. Hein, parce que j'ai la question, est-ce que vous avez fait un enregistrement de la séance? Je n'ai pas fait d'enregistrement. Donc, je reviens à mon diagramme. Pardon, est-ce que vous pouvez répéter la question? Je vous ai dit pour regarder. Oui. Est-ce que, si c'est vrai, il va retirer ou sinon il va afficher stock vide? On ne nous a pas... Non. L'instruction, elle est claire. If en stock, retirer. On n'a pas else. On n'a pas une autre condition juste après if not en stock. C'est ça le else. Ici, c'est un if simple, sans else. On aurait pu avoir if, si c'est en stock, je retire, sinon je vais commander. Mais ce n'est pas ce qu'on nous a demandé. Enfin, selon ce diagramme. Hein. D'accord. Le else, ça aurait été, dans, par exemple, 1.1.3, not en stock, alors voilà ce qu'il faut faire.
Bien sûr, regardez, chaque échange, toutes ces instructions, toutes ces notations répondent à un scénario. C'est-à-dire que si moi, dans mon cahier de charge, je disais, si le produit est en stock, je retire, sinon, voici ce que je fais, je le retrouverai dans le diagramme de communication. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'à partir d'un diagramme de communication, on a essayé de déduire un code source. En cours, en TD, on va avoir un cahier de charge, un énoncé, et à partir duquel on va essayer de déduire un diagramme de communication. D'autres questions? Donc, si on regarde la forme générale des séquences des étiquettes, donc on a le numéro de séquence, l'expression, deux points, le message. Numéro de séquence, donc quand plusieurs messages sont envoyés en cascade, ils portent un numéro d'emboîtement, 1, 1.1, 1.2. L'expression, ça peut être soit une itération, c'est-à-dire une boucle, soit un embranchement, c'est-à-dire une condition. Et le message qui a la même forme que dans les diagrammes de séquence. Donc, l'expression, elle peut être soit une boucle, donc elle est écrite sous la forme étoile, deux crochets et je mets la clause d'itération à l'intérieur. Soit une condition, je mets deux crochets et ma condition pour exprimer la condition booléenne. Donc ici, vous avez un exemple, message 1, for i allant de 1, i inférieur ou égal à 10, i plus plus, b, point message 2, for i allant de 1, i inférieur ou égal à 10, i plus plus, c, point message 2. Là, ça suppose que b est une instance d'une classe qui contient une méthode qui s'appelle message 2 et C est une instance d'une classe qui contient une méthode qui s'appelle message 3. Là, on fait l'inverse, c'est-à-dire à partir du code source, je déduis le diagramme de communication et ça me donnera, donc j'ai un objet qui va envoyer le premier message à l'objet B qui est, on suppose qu'il est instance de la classe B et à l'objet C. Alors, au départ, parce que j'exécute le premier for, ensuite, j'exécute le deuxième for. Donc, j'aurai un premier for i allant de 1 à 10, message 2, que j'ai envoyé à l'objet B, puisque j'ai b.message 2. Donc, c'est l'objet B qui va recevoir message 2 10 fois. Ensuite, et c'est pour ça que j'ai une numérotation 2, le message, premier message, deuxième message, une boucle, même chose, à l'objet C, puisque j'ai C.message 3. Donc, j'envoie le message, message 3 à l'objet C 10 fois. Des questions? Madame, oui? Madame, on a un cours maintenant. Ah, désolée, merci. De toute façon, j'ai terminé. Donc, je vais essayer de vous envoyer le support de cours aux délégués, la série TD, et on essaiera de commencer le TD la semaine prochaine. D'accord? Merci pour votre attention. Okay, madame. Au revoir. Merci, madame. Au revoir. Bonne journée. À vous aussi, au revoir.